Hello tout le monde, merci d'écouter cet épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis bien accompagnée et il y a Yavana qui est avec moi aujourd'hui et qui va vous parler de son expérience dans l'entrepreneuriat, de son activité, mais aussi ses prouesses ou alors ses déboires dans le domaine du juridique. Ça pourrait être intéressant pour ceux et celles qui ne sont pas encore lancés ou qui ne savent pas comment se mettre en conformité, d'avoir un retour d'expérience d'une entrepreneuse qui est passée par ces questionnements-là. Et je te laisse te présenter aujourd'hui pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc moi, c'est Yavana Aelis. On m'appelle aussi la tourne solution parce que je suis une accoucheuse de solutions et une accompagnante du changement. Je suis arrivée là après un parcours assez varié en suivant ma curiosité, qui est une de mes grandes qualités. J'ai fait des études d'histoire, j'ai fait une carrière dans l'édition et puis, j'ai eu un cheminement, personnel qui m'a amenée vers le fait de m'engager sur le plan religieux et spirituel et ça a nécessité pour moi en parallèle d'évoluer vers une activité qui me laisse maîtresse de mon emploi du temps. Donc j'ai testé le tissage artisanal. Je me suis rendu compte que j'étais meilleure tisserande que commerciale. Voilà, je pense que ça arrive souvent et je me suis reconvertie vers l'accompagnement parce que je me suis rendu compte que je le faisais déjà naturellement. Et donc aujourd'hui, je suis accompagnante pour, notamment les entrepreneuses. Je propose des accompagnements individuels sur mesure pour celles qui sont bloquées dans leur parcours, parce que je crois à l'importance de lever les freins à l'innovation, notamment, qui est une de mes valeurs. Innovation dont le monde a besoin et innovation qui devrait pouvoir aussi venir des femmes. Eh bien, c'est une belle introduction qui me donne envie de rentrer dans ton univers. Et j'aime aussi beaucoup, je pense que ça doit être très agréable pour ceux qui écoutent. Tu as une voix très douce et très portante. Donc, du coup, c'est super agréable, en tout cas, de t'entendre. Et justement, c'est cette histoire de, voilà, de pouvoir avoir de l'aide aussi extérieure, aussi bien sur le plan holistique, mais tout simplement aussi d'avoir une personne qui soit à l'extérieur de notre entreprise peut nous aider à lever plusieurs freins. Si par exemple on se dit oh, j'ose pas lancer telle ou telle offre, est-ce qu'on peut avoir plutôt des freins qui sont aussi de nature holistique? Est-ce que ça peut se dire comme ça? C'est pas forcément un terme que j'emploie moi. Je parle plutôt de voir la personne dans sa globalité, de la prendre telle qu'elle est et effectivement, on voit souvent, enfin moi je rencontre souvent la situation de femmes qui sont bloquées, mais en fait elles sont bloquées par des choses qui sont plus profondes que les questions entrepreneuriales. C'est pour ça que moi je suis pas spécialement coach business, par exemple, même si à force de mon expérience personnelle, je commence à avoir des tips à partager aussi. Mais je vais interroger vraiment des questions plus profondes sur les croyances intériorisées, les attentes sociétales, sur aussi la vision qu'on a de soi-même et de ses ressources et de ses capacités. Voilà, moi je suis très attentive à cette question d'aller interroger les ressources qu'on a et les ressources qu'on a déjà et de se remettre en mouvement. Très bien, et j'aime beaucoup cette approche du coup qui n'est pas forcément conventionnelle. J'aime bien cette vision en fait finalement de la personne et de l'entrepreneuriat aussi si jamais c'est une question qu'on vient te poser. Est-ce que tu as aussi fait ce travail avant de te lancer et est-ce que bah, du coup tu es aussi passé par cette connexion profonde pour savoir finalement est-ce que l'entrepreneuriat était fait pour toi ou non? Oui, même si, ça s'est fait un peu dans un second temps. Parce qu'en fait, je suis venue à l'entrepreneuriat, pas forcément pour dans un élan, personnel de: «Je veux créer mon entreprise» et tout. Comme je le disais, le déclencheur a été plutôt, personnel. Donc, à partir du moment où j'ai assumé publiquement le fait que j'avais une posture, sacerdotale, c'est de ministre du culte, en l'occurrence de prêtresse. Et beh, j'ai dû organiser mon temps entre mes 2 casquettes, c'est-à-dire une casquette de professionnelle parce que faut bien mettre, voilà, faut bien manger et cette casquette religieuse qui nécessitait que je sois vraiment maîtresse de mon emploi du temps, parce que les cérémonies peuvent se dérouler n'importe quand et donc j'avais besoin d'une activité qui soit, voilà, où je sois, pas salariée, voilà, pas enfermée dans un emploi du temps, mais aussi qui soit en cohérence avec mes valeurs. Donc c'est pour ça que je disais que j'avais testé l'artisanat et puis finalement, ce process d'accompagnement, ça m'a vraiment parlé, j'ai découvert l'entrepreneuriat à ce moment-là et c'est venu aussi, entrer
en symbiose quelque part avec les valeurs d'innovation, de créativité. Et l'entrepreneuriat fait partie d'ailleurs intrinsèquement des valeurs que le druidisme dont je fais partie défend, c'est-à-dire le fait de voilà d'aller d'avoir le courage de tester des choses. Donc, j'ai été encouragée par ma mère pour développer cette activité. Et d'ailleurs, j'ai d'abord développé mes compétences professionnelles, c'est-à-dire propres à l'accompagnement, et j'ai pris confiance en elles. Et c'est ensuite, depuis mon comeback en septembre dernier, que je me suis vraiment penchée sur le développement des compétences entrepreneuriales proprement dites. C'est-à-dire que je suis d'abord devenue une professionnelle de l'accompagnement avant de devenir une professionnelle tout court, ce qui est en cours d'ailleurs. Donc c'est tout un chemin, mais qui m'a appris beaucoup de choses sur moi et que je trouve absolument fantastique. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je suis maintenant bénévole dans des associations de soutien à l'entrepreneuriat féminin, parce que je vois tout l'impact que ça peut avoir sur un parcours même personnel. Justement, des choses qu'on ne voit pas nécessairement dans le salariat, de cette obligation qu'on a presque d'aller chercher voilà, ses ressources, d'être un peu seul maître à bord, mais donc seul responsable aussi bien des réussites que des échecs. Donc voilà, c'est formidable, mais c'est pas simple. Mais je continue à penser que c'est un parcours qu'il faut encourager les femmes à suivre, à tenter en tout cas. Totalement. Et tout à l'heure, on parlait brièvement un petit peu de la différence entre être le professionnel et être aussi la personne qui sait comment vendre, qui sait comment se positionner pour promouvoir ses services et générer du chiffre d'affaires. Est-ce que ça fait partie de tes challenges, en fait, entrepreneuriaux de manière générale? Oui, tout à fait. Comme je le disais, je me suis rendu compte en faisant du tissage que j'étais pas une bonne commerciale. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, de le devenir activement, de manière, proactive parce que ça, voilà, c'est encore une chose que j'ai appris, c'est-à-dire à ne pas attendre, contrairement, effectivement au salariat où on peut attendre que les instructions viennent. Bah, voilà, quand on est entrepreneuse, c'est à nous, de prendre des initiatives. Et donc là, récemment, comment dire? J'ai pris le taureau par les cornes de, ce que je n'avais pas osé faire au tout début, c'est-à-dire l'enquête de marché. Voilà, donc j'ai fait un sondage, j'ai fait des entretiens. Ça a été super parce que j'ai eu plein d'informations qui m'ont permis de revoir, mes offres, de revoir, mes stratégies, et aujourd'hui, j'en suis à la phase de restructuration de ma stratégie de communication. Ce qui va m'amener à revenir intelligemment sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, c'est-à-dire avec une vraie stratégie et pas en faisant un petit peu au petit bonheur la chance. Et puis, je vais également, chercher à, comme aujourd'hui, à participer à, voilà, à des événements d'autres entrepreneuses, des formations, des podcasts, et également, je suis très contente de vous dire aujourd'hui que, je suis en train de me former pour lancer bientôt mon propre podcast parce que, comme toi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit: «Ah mais c'est super, on adore t'entendre parler Yavanna, donc il faut vraiment que tu fasses un podcast», et donc j'ai trouvé une super entrepreneuse, Manon Marquez pour ne pas la nommer, qui, va m'aider à lancer mon podcast, et je suis ravie de ça. Bah, super, bah, ça t'ira comme un gant, hein, selon moi, on pourrait t'écouter, parler des heures. Et est-ce que, si tu pouvais, parler à une personne qui aimerait se lancer, on va dire, dans l'accompagnement de manière générale, le coaching, l'accompagnement, et plutôt dans le domaine du développement personnel, par exemple, est-ce que tu aurais, des points, que tu aimerais, voilà, lui mettre, en avant comme étant, selon toi, des points essentiels à avoir lorsqu'on veut se lancer dans cette activité? Oui, tout à fait, et la première chose selon moi, c'est, le fait que l'accompagnement nécessite d'avoir une éthique solide. C'est-à-dire, il y a la question bien sûr de la confidentialité, le secret professionnel, voilà, c'est une base, même si j'ai remarqué dans mes entretiens que c'était pas toujours respecté, malheureusement. La question de l'écoute et du respect, mais une vraie écoute, et surtout le non-jugement. Là, pareil, lors des entretiens que j'ai eu plein de retours de gens qui étaient un peu échaudés de l'accompagnement parce qu'ils avaient eu affaire à des entrepreneuses, finalement, qui venaient les juger, et je trouve que c'est un peu dramatique. Parce que pour moi, voilà, la confidentialité, l'écoute et le non-jugement sont essentiels pour établir une relation de confiance.
Et sans relation de confiance, il ne peut pas y avoir de mise en mouvement, les choses ne peuvent pas être posées pour qu'on puisse avancer. À côté de ça, il y a la question pour moi, de l'authenticité. C'est-à-dire que pour créer une vraie connexion justement sur la base de cette confiance, et renforcer la confiance, c'est important d'être soi-même, au clair avec qui on est et d'être authentique et d'être sincère. On n'est pas là pour porter un masque, même si on est professionnel et qu'on va pas, voilà, déballer sa vie intime, mais on doit être un professionnel sincère. Hem et le troisième point important, qui est peut-être, moins classique, mais qui me tient énormément à cœur, c'est la question de la créativité, qui passe chez moi par la personnalisation complète de mes accompagnements. Parce que je pense qu'adapter chaque outil, à chaque situation particulière, c'est vraiment crucial pour faire des choses qui répondent, à la singularité de chaque personne. Parce que voilà, pour moi, aller vers l'innovation, aller vers les choses qui permettront de trouver des nouvelles solutions, pour notre monde qui en a besoin, ça passe par le fait d'exprimer des choses originales et donc d'être accompagné de manière spécifique. Eh bien, c'est super intéressant de t'entendre, du coup, détailler chacun de ces points et l'un des points qui me fait le plus, toujours, on va dire, grimacer parfois, c'est le manque d'éthique. Donc du coup, justement, le mettre en avant, c'est quelque chose de très fair-play de ta part aussi. Parce que, justement, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans ce domaine-là, qui peut parfois, tendre vers, certaines dérives lorsque, la personne qui, est face, au client, à la personne qui l'accompagne est de mauvaise foi ou a, des intentions malsaines et ce qui fait la différence justement avec, le professionnel réglo et le professionnel qui ne l'est pas, c'est souvent justement la posture, ce que l'on demande aussi aux accompagnés. Et il y a un des points que moi je trouve vraiment très important, c'est aussi la transparence. Et la transparence, elle se fait aussi à travers le juridique, la manière dans laquelle on va se positionner pour montrer que justement on ne fait pas des contrats vides de sens où en fait on se donne tous les droits et le client n'en a aucun. C'est déjà un premier équilibre, je trouve, qui montre que l'on est de bonne foi, que d'avoir le réflexe de toujours mettre par écrit ou d'échanger avec les clients en respectant la promesse qu'on a initiée au début et de la mettre sur papier. Donc, on en parlera tout à l'heure sur le chemin du juridique et que c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais selon moi, voilà, une preuve d'éthique, ça peut être aussi accepter de faire des contrats, déjà des contrats réglo, mais de mettre par écrit ce que l'on promet à l'oral. Voilà, c'est déjà un bon pas. Et est-ce que tu as des erreurs fréquentes que tu vois dans ceux qui sont dans le lancement de cette activité-là que tu as aujourd'hui, de l'accompagnement? Est-ce que tu aimerais en parler avec nous? Oui, tout à fait. Alors, il y a une chose que j'ai déjà évoquée, par laquelle je suis passée moi aussi, c'est de négliger la formation au fait d'être entrepreneur. C'est-à-dire, de penser que la formation technique de voilà, quel que soit l'outil par lequel on soit passé et cetera, va suffire et ne pas se former au fait de devenir chef d'entreprise. Parce que, c'est ne pas se donner toutes les chances d'avoir une activité qui soit prospère par la suite, qui tourne bien, qui soit stable. Donc c'est aussi pour ça, voilà, que moi je participe à des assos qui soutiennent la formation, des porteuses de projets, notamment au fait d'avoir aussi toutes ces compétences de chef d'entreprise, qui sont, très nombreuses et variées puisque, en gros, quand on est entrepreneuse, on porte toutes les casquettes qui sont, d'habitude distribuées dans une entreprise, donc c'est pas simple. Une autre chose que j'ai remarquée, c'est justement, les personnes qui se définissent par leurs outils. Je sais pas moi, je suis spécialiste en sophrologie, en hypnose, et cetera. Plutôt que par la posture et par finalement, quelle est leur intention en accompagnant des personnes? C'est-à-dire, quel type de personnes elles veulent accompagner, quels sont les thèmes qui les intéressent ou quels sont dans lesquels elles se sont spécialisées et ça va parfois de pair aussi avec le fait de confondre la thérapie, qui normalement est réservée aux psychologues ou aux médecins, et l'accompagnement. C'est-à-dire que moi, je ne me définis pas comme une thérapeute. Par exemple, je suis formée en hypnose ericksonienne, mais jamais je n'écrirai que je suis hypnothérapeute, parce que ça, c'est un terme qui ne peut être employé que par des médecins ou des psychologues. Alors que par contre, je suis une accompagnante et ça m'arrive souvent de travailler main dans la main avec des thérapeutes parce qu'on ne travaille pas sur les mêmes sujets. Hem, je dis souvent que finalement la thérapie souvent est plus tournée vers le passé, à comprendre le pourquoi on en est arrivé là, alors que l'accompagnement lui est tourné vers l'avenir et nous dit comment on va faire pour changer et pour aller mieux.
Et le dernier point, ce serait, un point aussi qui va avec la question de l'innovation, c'est les gens qui restent prisonniers du modèle de la séance unique. C'est-à-dire ce modèle justement qui est issu de domaines thérapeutiques où voilà, on prend rendez-vous, on pose une séance, et puis après on se revoit dans 2-3 semaines. Et pour moi, c'est, la marque de sous-estimer en fait le marketing et l'innovation, dans le fait de réfléchir à d'autres manières d'accompagner. C'est pour ça que moi, par exemple, je propose du suivi, continu aux personnes que j'accompagne via, des espaces, sur Notion, via la messagerie et le partage de ressources entre les séances pour, pouvoir leur permettre justement, d'avoir un accompagnement plus soutenu, et de répondre, et de m'adapter à leur rythme aussi. Ça va avec la personnalisation pour moi, cet aspect-là. Donc voilà, c'est un exemple, mais c'est l'idée de, ne pas rester prisonnier du modèle et tenter de nouvelles choses. Voilà, renouveler les modèles aussi entrepreneuriaux, ça me paraît, important. Très bien, je fais un constat quand même, c'est que la plupart des personnes que je reçois justement sur ce podcast, quand je leur pose la question des erreurs, tout le monde me dit de ne pas se former. Alors j'ai l'impression que c'est un trauma que tout le monde a en commun. C'est ah, si j'avais pu le dire à quelqu'un d'autre, ou alors si j'avais pu moi-même me le dire dans le passé, je serais repartie me le dire. Forme-toi sur la création d'entreprise, parce que quand tu tombes face à des problèmes, ou quand tu tombes face à le marché, ou voilà, des choses que tu n'as pas anticipées en amont, parce que tu es focus sur ton métier, surtout si c'est un métier passion, eh bien, malheureusement, tu l'apprends sur le tard et tu te dis, mais en fait, j'aurais pu le savoir avant de me lancer et l'anticiper. Donc, vraiment, moi, je remets aussi le paquet dessus. Formez-vous. Je trouve qu'une formation, en tout cas, quand elle est bien choisie, n'est jamais en vain, parce que vous allez monter en compétences et tout ce que vous allez apprendre, vous allez pouvoir l'utiliser au quotidien. Et dans l'entrepreneuriat, c'est d'autant plus important quand on a des nouveaux personnages qui apparaissent dans notre vie. L'URSSAF, on ne se rendait pas compte, mais en fait, même en tant que salarié, on cotisait pour l'URSSAF, mais c'était notre employeur qui parlait avec eux. Et puis, on sait que malheureusement, les entrepreneurs qui ferment tôt, c'est souvent les problèmes de paiement les cotisations sociales, les régularisations fiscales, et toutes ces choses-là qu'on n'a pas anticipées. Et donc, il y a ça, et puis il y a aussi comment on gère un chiffre d'affaires, c'est pas pareil qu'un salaire, comment on fait pour s'organiser, les dépenses. Donc, ça vaut le coup d'une formation, en tout cas, et je trouve que c'est jamais trop que de se former au début. Et ensuite, même se former à son métier, c'est d'autant plus intéressant si vous voulez vous lancer parce que vous avez vraiment envie de le découvrir, mais que vous ne savez pas forcément comment le mettre en place. Et là, tu mettais en avant justement le fait qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel terme. Quand on est dans l'accompagnement avec des individus, on ne peut pas parler de termes médicaux. Et je vais faire le parallèle avec moi-même en tant que juriste, mais en tant que juriste, voilà, je propose des modèles d'actes, je propose de l'information et je fais de la formation. Mais en aucun cas, je peux faire de la rédaction sur mesure ni donner du conseil personnalisé parce que c'est pas mon métier. Donc, c'est comme, du coup, quand on est accompagnant et qu'on se dit coach, par exemple, on ne peut pas se donner les attributs d'un médecin qui pourra conseiller, recommander des médicaments parce que ce n'est pas notre job et chacun son job. Donc, très intéressant. Et justement, sur l'aspect juridique, puisque j'en viens en parlant de mon activité, est-ce que toi, tu as choisi toute seule ton statut juridique au démarrage, ou alors est-ce que tu as été conseillée ou alors on t'a informé sur le bon statut qui était adapté à toi? Alors, non, je n'ai pas choisi toute seule du tout parce que, je suis dans une situation assez particulière et donc j'ai été, prendre conseil chez un ami juriste, pour, voilà, au moment où j'ai voulu, commencer à mettre en place mon activité. Parce que, je voulais donc, comme je le disais, développer une activité, à la base, non salariée, enfin voilà, en entrepreneuse, en étant en même temps ministre du culte. Or, il y a une contrainte qui concerne les ministres du culte en France, c'est qu'on ne peut pas faire d'activité professionnelle en évoquant sa religion, en tant qu'entrepreneur ou profession libérale. Et ça, c'est pour protéger les gens du gourouisme et des dérives sectaires, donc c'est très bien. Et ça, je l'ai appris justement en faisant appel à cet ami et en me disant: voilà, moi, je veux surtout être réglo et être dans les clous, donc je veux être sûre de voilà, du statut et cetera». Donc c'est lui qui a fait des recherches et qui m'a dit: «Bah,
Il y a rien de hyper formel, il y a pas une loi qui écrit ça noir sur blanc, mais quand on regarde le contexte, le mieux, c'est quand même d'être, salarié d'une association qui sera en lien avec une institution religieuse. Donc il se trouve que, voilà, nous, on en avait une et donc je suis, actuellement salariée entrepreneuse, un peu comme dans une coopérative d'activité, qui a un statut d'ailleurs que j'avais déjà connu par ailleurs quand je me suis lancée dans le tissage, d'une association qui est affiliée à une institution religieuse. Ce qui fait que, voilà, l'argent qui me rémunère, ne passe pas directement dans mes poches, il passe par l'association. Ça veut dire que ça peut être, regardé par les services de l'État si besoin et ça veut dire aussi qu'il y a, un regard qui est posé sur ma pratique, et qui évite, voilà, ces risques de dérive, parce que c'est vrai que même si, je ne je ne fais pas de prosélytisme, dans mes accompagnements, en fait, ce qui se passe, pourquoi j'ai eu ce souci-là, c'est que, naturellement, ma philosophie de vie, mes valeurs, mes réflexions vont être nourries de ma religion. Donc, voilà, pour être totalement transparente à la fois avec mes clients et avec, la société, je préfère ce statut. Donc voilà, pour répondre à ta question, donc je ne l'ai pas choisi. Sans doute que je gagne d'ailleurs un peu moins d'argent avec ce statut-là, mais au moins je me sens, voilà, bien dans mes bottes et hem et voilà. Eh bien, c'est tout à ton honneur parce que, je pense que très peu d'entrepreneurs qui se lancent, auraient pensé à tout ça et auraient pensé à tous ces systèmes et se seraient même posé la question du: «Est-ce que mon activité est réglementée?» ou alors: «Est-ce que je risque peut-être d'avoir des contrôles et de devoir justifier, de ma présence?» et surtout pour le religieux, on fait toujours, super attention avec, du coup, le focus, qui peut être fait, au niveau, par exemple, de la DGCCRF. Moi, je le vois un petit peu dans les tendances. Alors, ils ont eu la tendance sur les influx voleurs, mais après, ils ont aussi cette tendance un petit peu sur tout ce qui est prise de position, soit religieuse ou accompagnement de nature sur le développement personnel, sur l'holisme et sur le religieux. Parce que ils constatent qu'effectivement, les débordements ou les gourous qu'on peut voir ou autres se revendiquent parfois comme étant d'un courant religieux alors qu'ils ne le représentent peut-être pas. Et donc le fait d'avoir des garde-fous un petit peu de se dire, ben voilà, là on pourra difficilement dire que j'ai pas de transparence par rapport à mon activité puisqu'en plus de ça, je ne touche pas directement les sommes que l'on me verse et que je suis soumise aussi à des discussions autour de mon activité. Eh bien, ça nous protège aussi davantage parce que même si nous, dans notre petit cocon et dans notre cerveau, on sait qu'on fait les choses de bonne foi, une personne extérieure, un juge, un contrôleur, ne savent pas ce qu'on fait et nous mettent peut-être dans le même panier que d'autres professionnels qui, eux, ne sont pas éthiques. Donc, un des éléments de différenciation que toi, tu as choisi et qui, selon moi, est aussi qui est respectueux par rapport à tes possibilités légales, c'est une bonne solution, effectivement. Je trouve que ça se félicite parce que tout le monde n'aura pas pensé, en tout cas, à travailler tout ça en amont et se dire, voilà, je risque ça même à partir du premier client. Je risque d'être contrôlée ou je risque d'avoir des questionnements là-dessus sur mon activité. Et donc, étant donné que tu as déjà eu ton ami juriste avec qui tu avais pu parler, échanger, est-ce que tu avais aussi pu discuter avec lui de tout ce qui est mise en conformité ou alors ça, à la rigueur, c'était quelque chose que tu as découvert un petit peu plus tard dans l'entrepreneuriat? Alors, il m'y a sensibilisé d'entrée de jeu puisque, par ailleurs, c'est justement le trésorier de l'association. Voilà, on n'a pas choisi par hasard. Donc on a fait ensemble, en fait, un certain nombre de documents, les conditions générales de vente, les mentions légales. On est en cours de rédaction de tout ce qui concerne le RGPD parce que c'est un gros morceau et qu'on a à la fois, on est une petite structure, donc bien sûr, on doit le faire respecter, mais c'est un gros morceau pour quand on est petit. Mais c'est des choses auxquelles on est sensibilisé. Je suis pas sûre qu'on soit totalement à mon avis, si tu venais faire un audit, c'est possible qu'il reste des trucs, dans les coins. Mais en tout cas, ça m'a soulagée quand même de l'avoir dans l'équipe, à l'époque. Même si aujourd'hui je me dis que, j'irai bien dans le bar à modèles quand j'aurai les moyens parce que, voilà, la découverte de ton activité, m'a fait me dire que, j'aurais été extrêmement soulagée, en fait, d'avoir ça au démarrage si j'avais été, par exemple, entrepreneuse en auto-entreprise. Parce que là, voilà, c'est une situation un peu différente, l'association. Mais je pense que c'est vraiment précieux. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Je sais que tu avais bénéficié du modèle de contrat, voilà, dans le cadre
de catching, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, tu as pu un peu goûter au bar à modèle dans tous les cas, tu as pu prendre une petite boisson conforme, mais effectivement, là, ton statut étant spécifique, c'est plutôt la mise en conformité de l'association qui est en jeu aujourd'hui, puisque aujourd'hui, tu le représentes, même si tu as un statut un peu hybride, mais tu représentes avant tout l'association lorsque tu travailles avec tes clients et partenaires. Donc voilà, mais c'est intéressant ce que tu dis. En fait, le but, c'est pour ça que moi, j'ai créé le bar à modèle, c'est vraiment de me dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui veulent se lancer et qui veulent proposer leurs services, travailler avec des personnes, mais qui découvrent un petit peu sur le tard les obligations, tout ce qu'il faut mettre en place. Et moi, mon goal ultime, c'est d'avoir des systèmes vraiment duplicables, faciles à mettre en application par soi-même, qui nous permettent d'avoir un gain de temps total sur le juridique. Et malheureusement, aujourd'hui, le juridique est encore beaucoup trop, selon moi, à l'ancienne, ou alors il faut passer par un avocat, il faut payer tant d'argent, et il faut compter sur la personne pour ensuite faire tout le juridique, et nous, on ne sait pas comment se débrouiller, alors que, selon moi, la loi a été suffisamment intelligente pour nous donner la possibilité à tous, en tant que justiciables, en tant qu'acteurs de nos vies, de pouvoir nous-mêmes apprendre à nous mettre en conformité et nous-mêmes pouvoir se protéger. Par exemple, à partir d'un modèle de contrat, une fois qu'on comprend comment l'envoyer et comment le personnaliser, on peut le dupliquer par 500 000 personnes. On n'a pas besoin de recontacter à chaque fois l'avocat pour dire « tu peux m'écrire ci ou ça ». Donc, le but, c'est d'avoir des solutions adaptables et personnalisables par personne, par métier, et qu'en fait, on se sent tous finalement acteurs puisque spectateurs de sa protection juridique. Ça fait partie de l'un de mes combats. Je sais que toi, l'un de tes combats, c'est l'innovation. Et moi, ça fait partie de l'autonomie des entrepreneurs, que chacun puisse comprendre qu'entre ses mains, il a la possibilité de se protéger et de se défendre si jamais on ne le respecte pas. Donc, merci pour du coup, tous tes échanges et tout ce que tu as pu partager. Est-ce que dans le juridique, tu as déjà eu une mauvaise expérience, un problème, un litige ou alors quelque chose que tu as vu de loin, mais qui t'a marqué? Est-ce que tu as une anecdote du coup de ce style à nous partager dans le domaine du droit ou du juridique? Alors, je n'ai pas eu de mauvaise expérience directe, encore, je m'en réjouis, je touche du bois. Mais, par contre, j'ai participé à une occasion, à une série de conférences, payantes avec donc, d'autres entrepreneuses, avec 4 autres femmes en l'occurrence. C'était une conférence sur un thème de développement personnel, enfin une série de conférences autour d'un thème de développement personnel et donc il y avait une personne qui avait pris en charge l'organisation, globale et ensuite, elle nous a demandé, d'émettre des factures pour qu'elle puisse nous reverser, la rémunération qui nous revenait puisqu'elle avait centralisé les paiements pour les personnes qui avaient acheté cette série de conférences. Eh bien, tiens-toi bien, à part moi, les 3 autres n'ont absolument pas compris au départ pourquoi il fallait qu'elles puissent émettre une facture. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une qui n'avait même pas de quoi le faire, et elle pensait que l'argent allait pouvoir circuler, simplement sans tracas de paperasse parce qu'elles n'étaient pas des conférencières professionnelles et qu'on avait fait ça, alors pas entre copines justement, mais voilà. L'organisatrice nous avait rassemblées parce qu'on avait toutes quelque chose à apporter autour de ce thème-là. Et moi, ça m'a laissé un peu bouche bée, mais ça a fait écho avec d'autres expériences que j'avais eues, notamment parce que là, c'était des entrepreneuses dans le domaine du bien-être. Et j'avais eu d'autres expériences où effectivement, il y avait beaucoup d'argent qui circulait finalement sans facture. Dans ces milieux-là et je pense que ça met en avant l'importance de sensibiliser à cette importance d'être en conformité, juridique et administrative, y compris sur des choses aussi simples que, émettre une facture quand on est entrepreneur et que, et qu'on va recevoir de l'argent. Ah, mais tu mets un point mais super important, c'est cette question des factures, elle vient en second plan par rapport à la question du ouais, moi, mon fiche, mon but, c'est juste d'avoir de l'argent, tu vois. Donc, du coup, ils se disent, dès que j'ai l'argent, déjà, on évite un problème, c'est les impayés. Donc, je suis content, j'ai mon argent. Et en fait, on se dit, ça s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas là. Même si toi, pour défendre tes droits,
Du coup, c'est mieux d'être armé juridiquement. Parfois, c'est même pas juste pour défendre tes droits. Parfois, c'est juste pour respecter la loi et des obligations, un devoir que tu as. Et du fait d'émettre une facture, pourquoi c'est un devoir? C'est parce que ce serait pas safe que 500 000 euros passent comme ça chez les entrepreneurs et qu'on puisse pas les tracer. Parce que on s'en rend peut-être pas compte, parce que nous, on est de bonne foi et tout se passe bien, mais il y a des personnes qui utilisent des comptes bancaires pour faire du trafic d'argent, de la corruption, des fraudes. Et si on n'arrive pas à justifier des sommes qui transitent sur un compte bancaire, on est potentiellement suspectable de faire partie d'un réseau. Et c'est pas hypothétique, ils arrêtent chaque année, peut-être même chaque jour, j'en sais rien, des personnes qui font des trafics d'argent, qui vont ensuite malheureusement financer des guerres, financer des projets, je sais pas, même de trafic d'enfants. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, c'est pour ça qu'à la fois, au niveau des banques, s'ils vous contactent et qu'ils vous posent des questions sur des transactions, il faut avoir des justificatifs comptables, factures, pour pouvoir dire, voilà, j'ai eu cet argent, j'ai pas eu de tel ou tel groupe organisé qui veut du mal à telle ou telle personne. Je l'ai eu de ma cliente, Yavana, qui m'a payé pour ci ou ça. Et de l'autre côté, le fisc, c'est la même chose. Ils vont se demander, mais peut-être qu'elle a une activité qu'elle n'a pas déclarée, et du coup, elle vole aussi la France, puisqu'on doit payer des impôts en France, même si ça fait un peu mal, qu'on grince des dents, ça permet au système de fonctionner. Donc, c'est à la fois pour respecter le système qui est mis en place, et à la fois pour éviter d'être confondu avec ceux qui font des fraudes et qui ne respectent pas non plus la loi et qui parfois font du blanchiment d'argent ou autre. Donc, la facture, dites-le, c'est pas seulement pour vous punir, c'est pour vous protéger déjà dans le cas de contrôle et aussi, bien sûr, pour réclamer votre dû, donc votre argent. Mais c'est bien d'avoir déjà eu ce réflexe-là, toi. Et ça fait du bien aussi de l'entendre de ta part parce qu'effectivement, dans le domaine du développement personnel, c'est un peu oublié, cette histoire des factures. Donc, une de vos collègues vous apprend à mettre en place des factures. Alors, faites-le pour vous, pour vous protéger et être en conformité. Voilà. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin à rajouter, Yavana? Oui, j'aurais envie de dire, d'encourager tous ceux qui nous écoutent à suivre leur propre chemin, singulier, à oser, innover, avec authenticité parce que, entreprendre, c'est, partager ses idées et son énergie avec le monde. C'est se donner l'espace, d'apporter de nouvelles idées et c'est essentiel aujourd'hui de pouvoir faire émerger ces idées pour relever les challenges de, notre monde en mutation, en transformation. Et je dirais, dans cette aventure, ne vous laissez pas entraver par des aspects juridiques, ce serait trop dommage. Donc, si vous ne les maîtrisez pas, demander conseil n'est pas une preuve de faiblesse, mais de sagesse. Alors, osez entreprendre et entourez-vous pour que cela se passe bien. Eh bien, franchement, je n'aurais pas pu trouver de meilleure conclusion à cet épisode de podcast. Merci beaucoup d'être venu. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on a besoin de travailler avec toi, si on recherche de l'aide justement et de demander conseil, parce que ce n'est en aucun cas une honte. Eh bien, tout simplement sur le site yavana.fr ou sur Instagram yavana.aelys, A-E-L-Y-S. Très bien. Alors, vous avez entendu, vous pouvez très bien la contacter si jamais vous souhaitez travailler avec elle. En tout cas, on restera de près pour écouter tes futurs épisodes de podcast qui sortiront. Je vous recommande aussi de la suivre sur les réseaux sociaux pour voir les prochaines dates des épisodes et des sorties qu'il y aura. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Merci encore d'être venue, Yavana, en tant qu'invitée et d'avoir partagé ton expérience. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast.